Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt. Est-ce qu'il existe des objets cosmiques plus intrigants que les trous noirs? En tout cas, moi, on m'en a parlé beaucoup. Vous avez été nombreux à m'en parler. Eh bien, aujourd'hui, c'est à l'honneur dans ce balado. Depuis des décennies, les trous noirs alimentent notre imagination et en particulier celle des auteurs de science-fiction. On imagine entre autres que les trous noirs pourraient nous servir un jour pour voyager à travers l'univers. Qui sait, peut-être même des extraterrestres s'en servent pour nous visiter. Mais comme on va le voir dans ce balado, la réalité des trous noirs diffère de ce que nous présente la science-fiction. Ce sont néanmoins des objets cosmiques bizarres. Certaines de leurs propriétés dépassent même notre entendement. Et ces dernières années, on a fait des découvertes surprenantes à leur sujet. On va explorer la véritable nature des trous noirs en compagnie d'un expert en la matière, Serge Pinault, professeur titulaire retraité du département de physique, de génie physique et d'optique de l'Université Laval. Comme il va nous le raconter lui-même, M. Pinault s'est toujours profondément intéressé aux trous noirs. Ça a été l'objet de sa thèse de doctorat dans les années 70. Dans cette thèse, il a développé une méthode de calcul qui a par la suite servi aux artisans du film Interstellaire pour générer leur image du trou noir. Bien oui, ça promet. On va parler un peu de ce film au passage. Malheureusement, le son est un petit peu inégal. Donc, c'est arrivé seulement pour ce balado. Claude est plus fort que notre invité. Désolé pour ça. Je pense que ça s'écoute très bien. C'est juste peut-être que vous devez être dans une condition plus calme et qui est plus tranquille pour pouvoir bien l'écouter sans que ça vous dérange trop. Bref, Claude l'a interviewé, Serge Pinault, le 21 mai 2021. Je vous laisse donc en bonne compagnie. Bon voyage à travers les trous noirs. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'interviewer quelqu'un comme Serge Pinault parce que cet astrophysicien-là a commencé sa carrière en même temps qu'on a découvert les premiers trous noirs. C'était il y a 50 ans, là, en 1971, c'est là qu'on a repéré les premiers trous noirs. C'est donc dire que cet astrophysicien-là a eu la chance d'assister à toutes les découvertes qu'on a faites concernant les trous noirs depuis les tout débuts. Or, en science, c'est assez rare qu'on peut interviewer quelqu'un qui a eu la chance de tout voir, de voir tout évoluer, tout le sujet. D'ailleurs, Serge a une perspective maintenant que ses plus jeunes collègues n'ont pas. Donc, je me sens privilégié d'interviewer quelqu'un comme Serge parce qu'il va vraiment nous donner une vision du domaine comme peu de gens peuvent nous la fournir. Parfait. Bon, bien, Serge, merci de prendre un peu de votre temps d'être à notre micro. Ça me fait plaisir, Claude. Parfait. Bon. Serge, dites-moi, avant de plonger au cœur du sujet, j'aimerais ça vous raconter un peu comment vous êtes devenu astronome, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait, j'imagine, quand vous étiez jeune, vous intéressez aux sciences, éventuellement à l'astronomie pour devenir astrophysicien. C'est quoi un peu votre parcours? En fait, Claude, c'est un petit peu bizarre parce que je suis tombé un petit peu par accident dans la potion de l'astronomie. OK. J'ai fait un cours classique, donc c'est sûr que si j'ai fait mes études en astronomie il y a 50 ans, ça donne une idée de mon âge. À l'époque, c'était le cours classique. Mm-hmm. Et en fait, on ne faisait pas de sciences, on va dire de vraies sciences, avant l'équivalent de 5e secondaire ou première année du cégep maintenant. Okay. Ce qui fait que ça m'a pris beaucoup de temps à être exposé à la physique, entre autres. Mais lorsque j'ai été exposé à la physique, là, vraiment, j'ai eu un professeur, Yves-Marie Dionne, je vais le nommer au cas où quelqu'un qui le connaît écouterait. Mm-hmm. J'ai été tout simplement absolument ravi par la logique, la rigueur que la physique nous donnait. Mais à ce moment-là, c'était la physique qui m'intéressait et non l'astronomie comme telle. Ensuite, je suis allé à l'Université Laval faire mon bac en physique et pour moi, toujours, vraiment, ce qui m'intéressait de la physique, c'était la physique théorique. Mm-hmm.
Puis au fur et à mesure que j'ai fait mes études de bac à Laval, je me suis rendu compte que je devenais un fan fini de Einstein. J'ai d'ailleurs toujours un poster dans mon bureau ici que j'avais dans ma chambre comme étudiant. Et là, je me suis dit, je veux continuer aux études graduées et il faut que ce soit en relativité générale. Et à ce moment-là, au Canada, il y avait qu'à l'Université de Toronto, où il y avait des gens qui travaillaient en relativité générale. Il y en a un, entre autres, qui était au département d'astronomie. Donc, je me suis inscrit et c'est comme ça que je suis rentré en astronomie, dans le domaine de l'astronomie, à l'Université de Toronto, mais pour faire des études sur la relativité générale. Mon directeur de thèse éventuel était trop occupé pour me prendre. En fait, j'ai fait une maîtrise en magnéto-hydrodynamique, donc rien à voir avec la relativité générale. Mais pour mon doctorat, oui, à ce moment-là, là, je suis vraiment tombé dans la relativité générale. Et comme les trous noirs, on en parlait de plus en plus, et qu'on venait en fait de découvrir une nouvelle façon de décrire les trous noirs en rotation, qui sont les trous noirs les plus généraux. Et à ce moment-là, j'ai dit à mon directeur de thèse que j'aimerais travailler sur les trous noirs. Et c'est comme ça que finalement, je me suis retrouvé avec un sujet de thèse de doctorat sur les trous noirs. Oui, il faut dire, on va le voir un peu plus tard, que la théorie de la relativité avait déjà prédit l'existence des trous noirs bien avant qu'on les découvre. Donc, c'est la théorie de la relativité qui vous a amené vers les trous noirs, à vous intéresser aux trous noirs? Absolument, oui, parce que finalement, au début des années 70, donc j'ai commencé vraiment mon doctorat en 71-72, et à l'époque, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, en fait, les trous noirs comme objet astronomique, ben, en fait, il y en avait qu'un qui était, en fait, qu'on avait identifié, mais on n'était même pas sûr à 100%. Donc, finalement, c'était toujours des objets qui avaient un intérêt absolument phénoménal du point de vue théorique, mais du point de vue observationnel, c'était toujours un petit peu hypothétique. Mais moi, ce que je faisais, en fait, donc, c'était des travaux théoriques. C'était essentiellement de voir qu'est-ce qui se passe si on a une source de rayonnement qui est en orbite autour d'un trou noir en rotation, donc ce qu'on appelle la métrique de Kerr en termes plus précis. Et moi, ce qui m'intéressait, donc, c'était de voir comment les propriétés qu'on va observer de cette source-là vont être modifiées par le fait que cette source-là est en orbite autour d'un trou noir. Donc, même si on ne peut pas voir la source parce qu'elle est trop proche du trou noir, c'est absolument impossible de résoudre la source, mais il va y avoir des variations dans le temps. Et c'est ça que j'ai fait pour ma thèse. Donc. Oui, tout à fait. Juste pour préciser, vous êtes vraiment arrivé au début des découvertes des premiers trous noirs. Vous êtes vraiment un des pionniers dans le domaine. Est-ce qu'on peut dire ça? Ben, en fait, je suis né au bon moment. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. D'accord, c'est bon. Finalement, oui. Et en fait, je commençais mes études graduées. Il y avait une école d'été aux Ouches, en France, dans la vallée de Chamonix. C'est en 1972. Et une école d'été qui durait 4 semaines. Et c'était vraiment intense. C'était sur les trous noirs. Et on était à peu près une soixantaine d'étudiants gradués d'un petit peu partout sur la planète. Et on avait des gens, on avait une demi-douzaine de personnes qui nous donnaient des cours le matin et l'après-midi. On travaillait le soir, comme si on était en travail intensif. Et parmi les gens qui étaient là, il y avait Stephen Hawking, que la plupart des gens vont connaître, je présume. Kip Thorne, qui était un jeune chercheur à l'époque, mais qui plus tard va devenir co-récepteur d'un prix Nobel pour son travail sur les ondes gravitationnelles. Et il y avait également d'autres, vraiment des gens de très haut niveau. Et honnêtement, durant cette école d'été-là, on était immergés littéralement dans ce qui se faisait de mieux sur les trous noirs à l'époque. Et éventuellement, ce qu'on voyait, nous, durant cet été-là, bien, ça apparaissait dans des publications scientifiques 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Oui, quelle formation de base extraordinaire vous avez eue sur les trous noirs. Ah, c'était vraiment, là, honnêtement, c'est difficile d'imaginer mieux. OK, exactement. Moi, vous avez mentionné que vous avez fait votre thèse sur les trous noirs. Cette thèse-là, vous avez mis au point quoi? Une méthode de calcul qui a servi éventuellement à ceux qui ont fait le film Interstellaire? Oui, c'est qu'en fait, pour faire une histoire un petit peu courte, il y a un étudiant gradué qui avait fait une thèse avec le même directeur de recherche que moi. Lui, c'était en cosmologie.
Et il utilisait une méthode qui consiste à traiter, au lieu de prendre un seul rayon de lumière, on considère un faisceau de rayons. Et on regarde comment ce faisceau de rayons-là va être déformé, contracté, déformé, etc. Et tout ça, ça nous donne de l'information sur les propriétés de la lumière. Et moi, mon idée, ça a été de dire à mon directeur de thèse, mais on peut sûrement appliquer la même méthode au trou noir en rotation, et c'est donc ce que j'ai fait. L'avantage de cette méthode-là, c'est qu'au lieu de prendre chaque rayon indépendamment, comme par exemple, pour revenir au film Interstellaire, les gens devaient prendre une photo, pour ainsi dire, du ciel, tel que vu. Donc, et puisque c'est pour un film, il fallait faire ça peut-être une 60aine de fois par seconde. Alors, essayer de prendre des rayons individuels sur toute la voûte céleste, toutes les 60e de seconde, pendant une vingtaine de minutes, ça prenait des temps de calcul absolument impossibles. Et c'est là que, quand ils ont fait des recherches, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu des travaux de fait, les miens, qui avaient justement appliqué une méthode qui consiste à prendre un faisceau, donc de rayons. Donc, on a plusieurs rayons en même temps, et ça rend les calculs considérablement plus faciles. Et en fait, quelques années avant que le film sorte, j'avais eu un courriel de Kip Thorne, qui était producteur exécutif et scientifique responsable de tout ça, qui me demandait, en fait, il me disait que, bon, on a vu tes travaux, je veux vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, parce que ça arrive à l'occasion que dans les publications, une erreur arrive parce que ça peut être une question qu'on a mal regardé les épreuves, ou pire, on a fait une erreur dans nos calculs, etc. Dans mon cas, j'avais vu absolument aucune erreur, il n'y avait jamais eu d'errata de publier, et j'ai donc dit à Kip Thorne que tout était en ordre et qu'il pouvait y aller. Et effectivement, j'ai reçu un courriel quelques semaines ou quelques mois plus tard où il me disait qu'il avait pris la méthode, il l'avait appliquée, puis il reproduisait les résultats qu'on connaissait. Donc, je dois avouer que j'ai eu peur un petit peu parce que c'est pas impossible parce que les équations étaient énormément complexes. Il fallait mettre ça sur ordinateur. À l'époque, on avait des cartes perforées. Alors, imaginez. Bon. Oui. Les gens qui nous écoutent ne savent même pas de quoi vous parlez. Non, c'est ça. Ah oui, ah oui, ben, c'est le Moyen-Âge des trous noirs. Exactement. Tout à fait. Dites-moi, est-ce que vous avez été quand même associé à la production du film? Est-ce qu'ils vous ont recontacté par la suite? Non, pas du tout, pas du tout. Okay. Ça a été la seule occasion. Kip Thorne m'a demandé de garder ça pour moi. Oui. C'était pas encore tout à fait connu publiquement que le film était en train de se faire. Mais il y a une compagnie qui a été formée, en fait, j'ai oublié le nom de la compagnie, c'est une compagnie britannique qui s'est spécialisée justement dans la fabrication d'images pour ce film-là, entre autres, et peut-être même pour d'autres depuis. Donc, ça a vraiment, il y a eu quelque chose d'appliqué qui est sorti de tout ça, finalement. Il faut dire qu'à l'époque, lorsque j'ai fait ma thèse, les méthodes d'observation étaient bonnes pour l'époque, mais c'était absolument impossible d'imaginer pouvoir prendre une image d'un trou noir comme on l'a fait avec M87, par exemple. Et l'image de M87, c'est exactement ce genre de choses-là que je faisais dans ma thèse, sans savoir que 50 ans plus tard, il y a des gens qui l'observeraient, finalement. Exactement. Quel accomplissement. On va y revenir tantôt. Moi, juste peut-être préciser, donc, probablement que la plupart des gens ont en tête le film Interstellaire qui a connu un succès remarquable. Ce qu'on voit dans le film, c'est ce qu'on appelle un trou noir supermassif. Il y a donc différentes sortes de trous noirs. Qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui fait qu'il y a différentes catégories de trous noirs? Bon, en fait, les trous noirs, tous les trous noirs, peu importe leur dimension, ont les mêmes propriétés. Ça, c'est déjà ça de gagner. Et les propriétés sont très simples. On va le voir tout à l'heure. Donc, ce qui différencie les trous noirs, en fait, c'est la façon dont ils se forment. Historiquement, les premiers trous noirs qui ont été considérés, c'est des trous noirs qui se forment à partir des étoiles massives. Parce qu'on savait que les petites étoiles devenaient naines blanches. Donc, c'est une étoile qui va avoir la dimension d'une planète, par exemple. Il faut dire que notre Soleil fait à peu près 300 000 fois la masse de la Terre. Alors, imaginez le Soleil dans
volume qui, au lieu d'être quelques millions de kilomètres, n'est plus que de 6000 kilomètres. Ça fait une densité absolument phénoménale. Donc ça, c'est les petites étoiles. Les étoiles moyennes, elles, deviennent étoiles à neutrons. Donc, si on prend à peu près la même masse, une masse solaire, par exemple, mais là, on met tout ça à l'intérieur d'un rayon d'une douzaine de kilomètres. À l'intérieur de Montréal, par exemple. OK, d'accord. Ou de Québec. Ça, c'est des étoiles à neutrons. Les densités, vous pouvez imaginer, sont absolument phénoménales. Absolument. En fait, j'ai ressorti les chiffres. Et pour les naines blanches, la densité, là, si je prenais une cuillère à thé de naines blanches, ce que notre Soleil va devenir dans 4,5 milliards d'années, ben, j'aurais 10 tonnes dans ma cuillère à thé. OK. C'est plutôt dense. L'étoile à neutrons, elle, qui est beaucoup plus petite, pour une masse comparable, disons, mais là, j'aurais 100 millions de tonnes à l'intérieur de ma petite cuillère à thé. Alors, vous pouvez voir que ça fait des choses assez compactes. Mais on arrive aux étoiles massives. Et là, pour les étoiles massives, finalement, on se rend compte que les étoiles sont trop massives, même si elles perdent de la masse, elles n'en perdent pas assez, semble-t-il. Et ça ne peut pas devenir une naine blanche, ça ne peut pas devenir une étoile à neutrons. Et tout ce que ça va faire, en fait, après avoir explosé et expulsé une partie de sa masse, ce qui reste est tout simplement trop massif. Et ça va tout simplement s'effondrer jusqu'à ce que toute la matière se retrouve en un seul point. Et quand je dis en un seul point, c'est vraiment, là, imaginez un point à l'intérieur de la paume de votre main, bien, toute l'étoile est rendue là. On appelle ça une singularité. Et bien sûr, on ne peut pas, en physique, traiter une singularité parce que les lois de la physique, ça ne fonctionne plus. En fait, on est rendu dans le domaine de la physique quantique, tout en faisant de la relativité générale. Et les deux théories, jusqu'à maintenant, n'ont pas encore été mises ensemble. Juste que je situe bien les affaires, parce que c'est absolument extraordinaire ce que vous racontez. Quand notre Soleil va terminer sa vie, il va se densifier au point d'atteindre la dimension d'une petite planète, là, d'à peu près la planète Mars, 6000 km. Quand c'est une étoile un peu plus massive, une dizaine de fois la masse du Soleil à peu près, ça va devenir une étoile à neutrons qui, elle, va avoir à peu près la dimension d'une ville. Oui. Et là, ce que vous nous dites, c'est que les trous noirs, quand les grosses étoiles beaucoup plus massives vont s'effondrer en fin de vie, elles vont devenir un point minuscule qui ne tiendrait même pas dans notre main tellement il est petit. Exactement. C'est inimaginable. Absolument, absolument. Je pense que inimaginable est le mot qui est correct. Donc, puisqu'on parlait des différents types de trous noirs, là, on vient de parler des trous noirs stellaires, c'est les grosses étoiles massives. Et historiquement, c'est comme ça qu'on s'est dit que les trous noirs qui sont prévus par la théorie d'Einstein doivent exister parce que les grosses étoiles n'ont pas de façon de se stabiliser lorsqu'elles arrivent à la fin de leur vie. Ensuite, vers la fin des années 60, entre autres en 1969, il y a eu un article d'un astrophysicien, théoricien britannique, Donald Lynden Bell, qui, lui, s'est dit, je pense que tout ce qu'on observe de phénomènes de noyaux actifs de galaxies, les quasars, c'est les objets de ce type-là, ça pourrait s'expliquer, la façon d'obtenir l'énergie qui est phénoménale qu'on obtient de ces objets-là, si on avait un trou noir supermassif, et là on parle de trous noirs qui, au lieu de faire une dizaine de fois la masse du Soleil, par exemple, ferait des millions ou même des milliards de fois la masse du Soleil. Ces trous noirs supermassifs-là seraient dans le centre des galaxies, et c'est l'activité reliée à la présence de ce trou noir-là qui serait responsable de phénomènes comme les quasars, etc. Et lui a démontré que si on regardait si un disque de matière se formait autour du trou noir, bien, on pouvait extraire suffisamment d'énergie pour expliquer tous les phénomènes qui étaient observés et qu'on ne pouvait toujours pas expliquer. Et graduellement, avec les observations, on s'est rendu compte qu'on observait toutes sortes de choses comme des jets de matière qui émanaient de points centraux situés à l'intérieur des galaxies, etc. Et finalement, on s'est rendu compte que, rendons-nous à l'évidence, il y a probablement des trous noirs supermassifs dans la plupart, sinon toutes, les galaxies qui se respectent. Donc, on parle actuellement de deux sortes de trous noirs, ceux qui ont à peu près la masse du Soleil ou quelquefois la masse du Soleil et ceux qui ont la masse des millions ou sinon des milliards de fois celle du Soleil, donc des trous noirs supermassifs. Oui. OK. Donc, et juste pour ajouter, les trous noirs supermassifs, la dimension d'un trou noir supermassif est infiniment petite. C'est un point dans notre main. Ou pas? C'est que toute la matière du trou noir supermassif
tiendrait dans votre main aussi. Incroyable, On va incroyable. voir tout à l'heure, je pense qu'on va parler un petit peu de ce qu'est un trou noir. On va voir qu'il y a vraiment deux choses. Allez-y. Expliquez-nous ce qu'est un trou noir. OK. Ben, c'est que le trou noir lui-même, c'est que toute la matière se retrouve en un point central. Et cette matière-là, donc, elle a formellement un volume nul. Autrement dit, toute la matière se retrouve en un point. Comme je l'ai dit, le problème, c'est bien sûr que les lois de la physique telles qu'on les connaît ne s'appliquent plus. Par contre, la beauté de tout ça, c'est que si je prends un trou noir, par exemple, d'une dizaine de masses solaires, ben, à 30 km de rayon, on peut imaginer une sphère imaginaire. Et cette sphère-là, c'est ce qu'on appelle l'horizon. OK. Et ce que ça dit, en fait, c'est que s'il y a de la matière qui tombe vers le trou noir, ben, la matière va pouvoir émettre du rayonnement, je vais pouvoir l'observer jusqu'à ce que la matière arrive au rayon de 30 km à l'horizon. Mm-hmm. Et à partir du moment où cette matière-là passe l'horizon, toute la lumière ou le rayonnement que cette matière-là va émettre va être capté par le trou noir. Ça ne peut pas sortir de ce rayon de l'horizon ou rayon des événements, comme on l'appelle. Donc, vous voyez que finalement, la singularité où se trouve toute la matière, elle est cachée par un horizon. C'est impossible de la voir, il n'y a rien, il n'y a aucune information qui peut sortir de l'intérieur de l'horizon. C'est pour ça que c'est le mystère complet. Oui. Et cet horizon-là, il est à peu près quelque chose comme une trentaine de kilomètres du centre du trou noir, c'est dans ces ordres-là? Si vous avez un trou noir qui fait 10 fois la masse du Soleil, oui. La beauté, c'est que l'horizon, c'est proportionnel à la masse du trou noir. Okay. Alors, si je prends mon trou noir de 1 milliard de fois la masse du Soleil, ben, je sais déjà que le rayon de l'horizon, ça va être 30 milliards de kilomètres. OK, d'accord. Ouais. Donc, on revient à nos différents types de trous noirs, parce qu'on les avait laissés, on avait les trous noirs stellaires, les trous noirs supermassifs. Et les trous noirs stellaires, il ne peut pas y en avoir de plus de 60, 80 ou 100 fois la masse du Soleil, parce qu'il ne peut pas y avoir des étoiles hyper massives, parce que ces étoiles-là ne seraient pas stables. Okay. Les trous noirs supermassifs, on parle de millions, jusqu'à des milliards, etc. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on a le domaine, ce qu'on appelle les trous noirs de masse intermédiaire. Okay. À l'époque de ma thèse de doctorat, c'est quelque chose qui était tout simplement ignoré parce qu'on se disait, il n'y en a tout simplement pas. Sauf qu'on s'est rendu compte dernièrement qu'il pouvait y en avoir, je pense, dans certains amas d'étoiles, dans certaines galaxies naines. Et la question des trous noirs de masse intermédiaire, je dois avouer ici que mes connaissances sont plutôt limitées, donc je vais me contenter de dire qu'on a trouvé des trous noirs formés par la coalescence de deux trous noirs qu'on a observés via des ondes gravitationnelles. Et on a trouvé, par exemple, dans un cas, je pense qu'il y avait un trou noir de 80 quelques masses solaires qui coalescait, si le mot existe, avec un autre trou noir. Ça formait un autre trou noir plus massif de 150 fois la masse du Soleil. Ben, il n'y a pas d'étoiles qui peuvent donner un trou noir de 150 fois la masse du Soleil. Donc, dans ce cas-ci, ce trou noir de masse intermédiaire-là serait formé par la coalescence de deux étoiles. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres trous noirs qui sont formés dans les noyaux de plus petites galaxies, peut-être, ce qu'on appelle des galaxies naines, parce qu'il y a toujours une densité d'étoiles plus grande? Peut-être. Et là, on pourrait avoir des trous noirs avec des masses de 10 000 ou 100 000 fois la masse du Soleil. Mais à ma connaissance, le nombre d'objets connus qui tomberaient dans la catégorie de trous noirs de masse intermédiaire, présentement, serait de l'ordre de la dizaine ou de quelques dizaines. C'est ça. Enfin, oui. Et les trous noirs stellaires, dans notre galaxie, on a peut-être 100 ou 200 d'identifiés. On pourra peut-être plus tard discuter un petit peu comment on peut les observer. Les trous noirs supermassifs, si on admet que chaque galaxie active qu'on observe avec des jets de matière, de quantité considérable d'énergie, chaque galaxie active contient un trou noir, mais là, on en connaît. On en connaît plusieurs. Et si chaque galaxie qui se respecte à un trou noir, mais là, on parle de milliards d'étoiles, c'est ça. En fait, si on avait fait notre entrevue il y a 2-3 ans, on n'aurait pas parlé des trous noirs intermédiaires parce qu'on n'avait repéré aucun. C'est vraiment les plus récents développements du domaine. Oui, probablement, effectivement. Et si on a fait, excusez-moi, il faut que je me penche, voilà. Si on avait fait notre entrevue
mettons dans les années 80, Mhm. j'aurais peut-être parlé plus de ce qu'on appelle les mini-trous noirs, qui serait la quatrième type. Donc, si je résume, les trous noirs stellaires, les trous noirs supermassifs, les trous noirs de masse intermédiaire, et là, finalement, il y a les mini-trous noirs. Et ça, c'est Stephen Hawking qui, au début des années 70, en étudiant les trous noirs et les propriétés de l'horizon en utilisant de la mécanique quantique, s'est rendu compte qu'en fait, s'il y avait des mini-trous noirs, mais ces mini-trous noirs-là, et là, on parle de mini-trous noirs qui auraient la masse du Mont-Tremblant ou de Mont-Sainte-Anne, par exemple. OK. OK? 10 à la 15 grammes, ça fait quelques milliers de tonnes, milliards de tonnes. OK. Une montagne. Une montagne, voilà. Ben, ces trous noirs-là, qui tiendraient toujours dans votre main, Mhm. auraient un rayon qui serait microscopique. Rappelez-vous, 10 fois la masse du Soleil, c'est énormément de masse, Mhm. tandis que le Mont-Tremblant ou le Mont-Sainte-Anne, c'est toute petite masse. Absolument. Et à ce moment-là, le rayon qui est proportionnel à la masse va être tellement petit qu'il est microscopique et que là, il y a des effets quantiques qui se passent. Et ces effets quantiques-là sont tels qu'il y a des paires de particules qui se forment. Et s'il y en a une qui tombe à l'intérieur de l'horizon et que l'autre part vers l'infini, ça veut dire qu'il y a de la masse qui a été empruntée au trou noir. Donc, le mini-trou noir s'évapore. Mhm. Et Hawking a calculé que les trous noirs qui se seraient formés au début du Big Bang, donc il y a 13 milliards d'années à peu près, qui auraient une masse d'à peu près 10 exposant 15 grammes, donc 1 suivi de 15 0 grammes, Mhm. ben ces mini-trous noirs-là seraient en train de s'évaporer maintenant. Et ils émettaient des rayons gamma. Et à l'époque, on avait calculé que, comme il y a un fond diffus de rayons gamma, on avait calculé que si c'était dû à des mini-trous noirs, hypothèse, à ce moment-là, le plus proche serait à 60 unités astronomiques de nous, s'ils Oui. étaient plus ou moins distribués uniformément. Donc, les mini-trous noirs, jusqu'à un certain point, c'est vraiment quelque chose de, je n'aime pas utiliser le terme, mais les gens vont comprendre, d'académique, dans le sens que c'est intéressant à étudier, mais il n'y a aucune espèce d'évidence qu'on aurait observé des mini-trous noirs. OK. Dis-moi, mais parlez-moi un peu. La théorie de la relativité a permis de concevoir le concept de trou noir? C'est-à-dire que la théorie de la relativité, en fait, a prédit l'existence d'objets qui, s'il n'y avait aucune façon de pouvoir soutenir ces objets-là contre la gravité, bien, il y aurait un effondrement total. Et à ce moment-là, il se formerait autour de cet objet-là. Donc, toute la matière serait en un point, à l'intérieur de la paume de votre main, on va dire. Mhm. Mhm. Et il y aurait donc cet horizon des événements qui se formerait, qui a une dimension de 3 km multiplié par la masse de votre trou noir en masse solaire. OK. C'était prévu, mais c'était un petit peu surprenant, même si on savait que des étoiles massives devaient probablement devenir des trous noirs. Oui, oui, oui. Mais au début, on se disait, c'est tellement bizarre, ça se peut pas, ces choses-là. Et finalement, comme je vous disais, en 1972, quand je suis allé aux Ouches, à l'époque, le mois d'août 1972, il y avait un objet dans notre galaxie pour lequel on pensait qu'il pouvait s'agir d'un trou noir Cygnus X1, donc une source de rayon X. Et justement, la façon dont on a pu voir que c'était un trou noir, ça a été confirmé plus tard, c'est qu'on avait une source de rayon X, et cette source de rayon X-là, c'était un trou noir, et il y avait une étoile ordinaire autour. Et les deux étaient en orbite autour de leur centre de masse commun, ce qui fait qu'on observait des variations périodiques qui correspondaient à la période. Comme on connaissait la masse de l'étoile, ben, on a pu trouver la masse de l'objet mystérieux. Mhm. Et là, on s'est rendu compte que ça avait une masse qui était trop grande pour être une étoile à neutrons, trop grande pour être une étoile naine blanche, et ça devait donc être un trou noir. Donc, c'était la première fois qu'on se disait, ben là, finalement, ben, on en a un. Effectivement. Et c'est à peu près à l'époque, en décembre 1970, qu'on lance un petit télescope spatial qui s'appelle UURU. Et ce télescope-là va être celui, je pense, qui va détecter de façon formelle les premiers trous noirs. Est-ce que c'est exact? Oui, ce qui est arrivé, en fait, c'est que on avait, pour ce qui est de Cygnus X1, je pense qu'on avait détecté cette source-là avant par un vol de fusée.
Et là, vraiment, ça, c'était très élémentaire. Tandis que Ouru, là, c'était vraiment le premier télescope qui observait dans les rayons X. Et là, on était vraiment surpris parce qu'on s'est rendu compte que notre ciel, ça contenait pas seulement des beaux petits points de lumière qu'on appelle des étoiles, des belles nébuleuses, mais il y avait des objets qui émettaient de rayons X. Et on savait que certaines étoiles pouvaient émettre des rayons X. Notre Soleil, par exemple, émet des rayons X à cause de sa couronne d'événements un petit peu catastrophiques qui se passent là. Donc, on s'attendait justement à observer des rayons X en provenance d'étoiles normales. Mais là, on s'est rendu compte que les rayons X provenaient de régions où il n'y avait pas d'étoiles, où l'on aurait pensé observer des rayons X, entre guillemets, normaux. Il faut dire que Ouru, quand même, avait une résolution qui n'était pas extraordinaire. Donc, on avait comme ce qu'on appelle une boîte d'erreur, puis là-dedans, il y avait plusieurs objets. Mais graduellement, on a fait des télescopes de plus en plus précis, envoyé des télescopes qu'on mettait en orbite. Et par exemple, maintenant, on est capable de pointer un télescope X et de le pointer directement sur un objet. À l'époque, ça ne se faisait pas, mais quand même, on a vu qu'il y avait des sources de rayons X qui n'étaient pas des étoiles ordinaires. Donc, vraiment, là, ça a ouvert. Et là, il faut ajouter ici que, puisqu'on a parlé des cadavres stellaires, les naines blanches, les étoiles à neutrons et les trous noirs, ces trois objets-là, en fait, s'ils sont dans un système binaire, avec une étoile ordinaire qui déverse une partie de sa matière vers l'étoile compacte, bien, ça va produire des rayons X. Donc, il n'y a pas que les trous noirs, parce que la matière en tombant forme un genre de disque qu'on appelle disque d'accrétion. Et ce disque-là, au fur et à mesure que la matière tombe vers le trou noir, cette matière-là devient de plus en plus chaude. Et quand on arrive à des températures de l'ordre du million de degrés, mais la matière émet des rayons X. Donc, il se trouve que c'est possible que la matière qui tombe vers une naine blanche ou même vers une étoile à neutrons émette, elle aussi, des rayons X. Oui. Donc, puisque les naines blanches, les étoiles à neutrons, les trous noirs dans des systèmes binaires peuvent tous être responsables des rayons X, qu'est-ce qu'on fait pour savoir qu'on a un trou noir? Ben, il faut trouver sa masse. Si la masse est au-dessous d'une certaine masse, naine blanche, aucun problème. Oui. Si la masse est au-dessous d'une autre certaine masse, certaines masses, naine blanche, 1,4 fois la masse du Soleil, étoile à neutrons autour de 3 fois la masse du Soleil. Si c'est plus que ça, c'est pas une étoile à neutrons, c'est pas une naine blanche, donc c'est un trou noir. Donc, vous voyez, il faut observer les rayons X, mais en même temps, il faut éliminer que ça puisse venir de naine blanche ou d'étoiles à neutrons. Oui, excellent. Dis-moi, on va donc parler un peu plus des trous noirs de masse stellaire. Racontez-nous un peu comment se forment ces trous noirs-là, comment ils naissent, comment ils apparaissent. Bon, ça, c'est probablement ce qui est le plus facile à expliquer parce que, finalement, l'évolution stellaire, c'est une des méthodes, une des disciplines de l'astronomie qui est peut-être parmi les plus vieilles. Depuis le début de l'astrophysique qui se fait avec des ordinateurs, par exemple, et même avant, en fait, pouvoir faire évoluer théoriquement des étoiles, ça a toujours été le défi des astrophysiciens. Donc, ce que les astrophysiciens font, puisqu'on ne peut pas observer une étoile sur toute sa vie, ça prendrait, dans le cas du Soleil, quelques dizaines de milliards d'années, et les étoiles les plus massives, peut-être quelques dizaines de millions d'années. Bien, ce que les astrophysiciens font, c'est qu'ils mettent toutes les lois de la physique dans leur ordinateur, dans une boule de matière qu'on appelle une étoile. Ils lui donnent une certaine masse, un certain rayon, puis ils regardent ce qui va se passer. Ce qui se passe, c'est que dans le cœur de l'étoile, la température pour soutenir l'étoile doit être extrêmement élevée. Et là, on a des réactions nucléaires. Au début, ce qui se passe, c'est que des atomes d'hydrogène se fusionnent pour devenir de l'hélium, parce que ça prend des températures relativement basses, de l'ordre de 10 millions de degrés Kelvin. Bon. Pour nous, les astrophysiciens, 10 millions de degrés Kelvin pour la fusion, c'est une basse température. Une fois que c'est fait, l'étoile, l'hélium lui-même, ça lui prendrait une température, je pense, de 600 millions de degrés Kelvin, autour de ça, ou 200 millions de degrés Kelvin. Les températures dans le centre du Soleil, qui est en train de fusionner de l'hydrogène, c'est pas assez. Donc, l'hélium s'accumule sous forme de cendres, essentiellement. Ça reste là, ça fait rien.
Mais l'étoile, au fur et à mesure qu'elle évolue, son cœur se contracte de plus en plus. Puis éventuellement, la température de 200 ou 600, j'ai oublié exactement, je confonds un petit peu le brûlage de l'hélium et celui du carbone. La température pour brûler l'hélium, en faire du carbone et de l'oxygène, va être atteinte. Et là, l'hélium va s'allumer. Finalement, on a augmenté la température dans le cœur de l'étoile, puis là, à partir de l'hélium qui a été fait à partir de l'hydrogène, on fait du carbone et de l'oxygène. Donc, les étoiles, graduellement, ce qu'elles font, c'est qu'elles forment des éléments de plus en plus lourds. Et ce qui va arriver, en fait, c'est que selon la masse de l'étoile, à partir du moment où on atteint une certaine température, le cœur continue de se contracter. Si l'étoile est trop petite, finalement, ce qui arrive, c'est que la matière à l'intérieur de l'étoile devient tellement collée ensemble, si je peux dire. C'est un petit peu comme si vous aviez des balles de billard là, sur la table de billard, vous les rapprochez de plus en plus, puis à un moment donné, vous ne pouvez plus les rapprocher plus parce que finalement, elles se touchent. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais quand même, on appelle ça dégénérescence. Donc, il y a des particules qui disent tout simplement, la physique me dit que maintenant, vous ne pouvez plus m'entasser plus que ça. Et donc, c'est la fin de la vie de l'étoile. Ça, c'est notre Soleil. Et là, donc, les parties extérieures de l'étoile vont être expulsées gentiment. Ça donne une nébuleuse planétaire. Et là, on a une naine blanche. Dans le cas des étoiles à neutrons, on va aller un petit peu plus loin. On va brûler le carbone, l'oxygène, etc. Mais là, il va y avoir encore un phénomène où la matière va tout simplement refuser de se faire contracter au-delà d'un certain rayon, d'une dizaine de kilomètres, disons. Et la matière va tout simplement devenir dans un état stable. Ça va être essentiellement des neutrons, mais des neutrons qui, comme je le disais tout à l'heure, refusent de se faire compacter plus qu'au-delà d'un certain point. Et comme la masse est pas trop grosse, ben, l'étoile peut se stabiliser là et le reste de l'étoile va être expulsé. Mais là, assez violemment, ça va être une supernova. Si on prend les étoiles plus massives, les réactions nucléaires vont aller beaucoup plus loin, jusqu'à ce qu'on atteigne en fait du fer. Et la propriété du fer, c'est que si je prends des noyaux de fer et que je fusionne des noyaux de fer, ça ne donne pas de l'énergie, ça en prend. Ce qui fait que vous êtes en train d'enlever ce qui permettait à votre étoile de se tenir contre l'effondrement. Ce qui fait qu'à ce moment-là, l'étoile, la grosse étoile massive, mais elle va s'effondrer complètement, va expulser les parties extérieures de son enveloppe. Mais le cœur va être tellement massif qu'il n'y a absolument aucune loi de la physique qui va pouvoir arrêter l'effondrement. Et là, l'effondrement va se faire jusqu'à ce que toute la matière passe le rayon de l'horizon. Mettons que notre étoile, c'est 10 fois la masse du Soleil qui reste dans ce qui est en train de se contracter. Quand toute la matière se retrouve à l'intérieur de 30 km, toute la matière doit continuer de s'effondrer. Et là, à 30 km, j'ai ce que j'appelle le rayon de l'horizon, le rayon des événements. Oui, tout à fait. C'est comme ça que les étoiles massives deviennent trous noirs. C'est ça. Juste pour préciser, vous l'avez dit, mais juste mentionner comme il faut, notre Soleil n'a pas la masse suffisante pour devenir un trou noir. Il faut être au moins 10 fois plus massif que le Soleil. Oui, grosso modo, oui, c'est ça. Une bonne dizaine de fois. Fait qu'il n'y a pas de danger que le Soleil devienne un jour un trou noir. Non, il n'y a pas de danger. Il va finir sa vie en naine blanche. Hein? Il va finir sa vie en naine blanche et inquiétez-vous pas, c'est pas le temps de vendre votre maison, ça va se passer dans 4 milliards et demi d'années. C'est ça, il n'y a pas de danger, on l'a expliqué un peu. Moi, on a mentionné au début de le balado le film Interstellaire où on s'approche d'un trou noir, mais en réalité, là, si on pouvait s'approcher d'un trou noir, qu'est-ce qu'on verrait? D'abord, peut-être juste préciser, quand on parle d'un trou noir, on imagine un objet noir. Ça n'a rien à voir, c'est pas une couleur comme c'est plutôt l'aspect qu'on ne le voit pas. Mais expliquez-nous un peu que si on s'approche d'un trou noir, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on verrait? Bon, si le trou noir est nu, dans le sens qu'il n'y a rien d'autre autour du trou noir. Il n'y a pas de matière. Ce que ça pourrait être. Mais ce que vous allez voir, en fait, vous allez voir effectivement, mettons que c'est un trou noir qui n'est pas en rotation, vous allez voir une zone centrale qui va être complètement noire. Okay. Parce que même s'il y a des étoiles en arrière-plan, la lumière de ces étoiles-là, celle qui pénètre à l'intérieur de l'horizon, elle ne peut pas ressortir. Donc, il va y avoir vraiment une ombre, de la même façon qu'un objet opaque. Oui. Vous ne voyez pas ce qui est derrière, mais le trou noir se comporte un peu de la même façon. Okay. Ce n'est pas exactement la dimension de l'horizon,
OK. C'est légèrement plus grand, mais à toute fin utile, on va dire que c'est comparable à l'horizon. Donc, vous auriez une partie qui serait complètement noire, effectivement. Mhm. Et lorsque vous allez voir autour, parce que vous avez de la matière derrière, par exemple, l'arrière-plan, Mhm. votre arrière-plan va être complètement déformé. En fait, vous allez voir la même étoile, par exemple, à droite, vous allez voir une première image primaire. Vous allez retrouver une autre image de la même étoile. Si la première image était en haut à droite, vous allez voir une autre image secondaire de la même étoile un petit peu en bas à gauche, OK. etc. Et si vous vous déplacez, tout ça, ça va apparaître, se déplacer dans votre ciel et ça va être vraiment étourdissant. Donc, Mhm. vraiment, vous avez le trou noir agit comme une lentille déformante, essentiellement. OK. Et quand j'aurai l'occasion de vous envoyer quelques références et quelques images que j'utilise quand je donne des conférences sur les trous noirs, vous verrez un peu mieux ce que je veux dire. OK. C'est un petit peu difficile c'est très difficile. À décrire, mais on va le voir. On va les publier dans le fascicule qui accompagne ce balado-ci. C'est ça, fait que les gens vont pouvoir voir. OK. Fait qu'on verrait donc une zone d'ombre, en quelque sorte, où la lumière ne passe pas. Oui. Et qui serait peut-être de l'ordre d'une trentaine de kilomètres, si je comprends bien, si on parle d'un trou noir. Si votre trou noir est un trou noir de 10 fois la masse du Soleil. Oui, c'est ça. Dans le cas, par exemple, de M87, où on a obtenu une image du trou noir, Mhm. on a un trou noir, j'ai oublié la masse exacte, mais je pense que c'est quelques 100 millions de fois la masse du Soleil. Mhm. Donc, rappelez-vous, le 100 millions, l'horizon va être à peu près à 300 millions de kilomètres. OK. Dans ce cas-là. Donc, vous allez avoir une zone qui va être légèrement plus grande que ça, en fait, qui va être complètement noire. Mhm. C'est ce qu'on voit sur les images de M87. Puis ce qu'on voit autour, en fait, c'est une partie de la matière, parce que M87 est un trou noir autour duquel il y a ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Mhm. Et ce que vous voyez, donc ce n'est pas un trou noir nu, si je peux dire. C'est un trou noir qui est entouré d'un disque de matière qui provient de la galaxie. M87, c'est une galaxie, puis Mhm. le trou noir de M87 est au centre. Et il y a beaucoup de matière qui tombe par toutes sortes de processus vers le trou noir et qui, en tombant vers le trou noir, va former un disque plus ou moins plat dans le plan de rotation de la galaxie. Donc, ce disque d'accrétion-là va émettre de la lumière. Et la lumière que ce disque-là émet va être modifiée par la gravité du trou noir. Et OK. c'est la partie du disque qui est la plus loin de vous, qui va être complètement déformée parce que la lumière va devoir passer proche du trou noir et ça va complètement déformer le disque de matière. Si je reviens, par exemple, au trou noir d'Interstellaire, si vous vous rappelez bien, on avait l'impression que le trou noir était entouré de quelque chose qui était presque sphérique. Mhm. Mais en réalité, le trou noir dans le film Interstellaire est entouré d'un disque plat, mais les gens du film, les gens, les aventuriers là, qui s'aventurent tout près du trou noir, ils sont dans le plan du disque. Mais comme la gravité du trou noir déforme considérablement le disque de matière, au lieu de le voir par la tranche, comme on devrait le voir, on a l'impression de le voir complètement relevé, si vous voulez, ce qui fait que finalement, on a l'impression que c'est presque un cercle parfait. Oui. Et comme je vous disais, c'est quelque chose, demandez-moi pas d'essayer de vous expliquer ça sans image, j'y arriverai pas. Oui, on va le mettre dans le... On va compter sur le fascicule. Oui, exactement, tout à fait, c'est ça. Et là, supposons, là, je reviens à mon trou noir qui est nu, là, qu'il n'y a pas de matière autour. On verrait donc une zone sombre où la lumière ne passe pas. Si on franchissait l'horizon des événements, qu'est-ce qu'on verrait de l'autre côté avant d'arriver à l'infime petit trou noir au centre? Est-ce qu'on verrait quelque chose? Si vous regardiez vers là d'où vous venez, OK. Si vous vous laissez tomber, mettons, en ligne droite, les pieds en premier, là, OK. et vous regardez vers le haut, bien, vous allez voir l'univers qui est en train de vous dire bye-bye parce que vous n'allez pas revenir. Oui, c'est ça. À partir du moment où vous passez l'horizon des événements, c'est fini. On oublie ça, mais vraiment, vous êtes téméraire, vous voulez une belle aventure, vous allez l'avoir. Vous ne voyez rien qui arrive du trou noir. Parce que la lumière, la gravité est tellement forte que toute la lumière, en fait, même la lumière qui essayerait de sortir vers vous, on sait qu'elle ne sortira pas de l'horizon des événements. En plus, elle ne peut pas se déplacer vers vous à partir de
du centre. Oui, OK. C'est complètement déformé et c'est ramené vers le centre. Donc, vous verriez l'univers extérieur, considérablement déformé, bien sûr, mais ce qui est vers le centre du trou noir, il n'y aurait absolument rien à voir. OK. Donc, dans le film Interstellaire, comme on n'est jamais allé à l'intérieur d'un trou noir, on a beaucoup de liberté de faire les choses. Et là-dedans, on suppose que c'est un trou noir qui est en rotation. Déjà, la structure est un petit peu différente. Et on suppose qu'il y a des effets quantiques qui vont faire que il y a possibilité de se retrouver dans une dimension additionnelle. C'est très compliqué, cette partie-là, mais bon, le film, et de ce côté-là, on est vraiment là, dans les spéculations. Absolument. Est-ce que, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question, mais est-ce qu'on peut décrire la matière qui constitue le trou noir? Est-ce qu'on est rendu au niveau des électrons, des protons, des neutrons ou de particules subatomiques? De quoi est fait un trou noir? C'est quoi la matière? En fait, à partir du moment où la matière passe l'horizon des événements, ça n'a absolument aucune importance. De toute façon, quand tout ça va arriver à la singularité, tout ça va perdre son identité. Okay. Donc, électrons, protons, neutrons, on s'en fout. Ça a une certaine masse. C'est tout ce que le trou noir veut savoir. OK. On ne peut même pas décrire la matière. Dis-moi, particule, quelle est ta masse? Merci. OK. Bon, c'est pas tout à fait vrai, en fait. Il y a autre chose. C'est que il y avait un théorème à l'époque qui s'appelait le No Hair Theorem. Donc, le théorème sans cheveux. Sans cheveux, OK. Qui disait que lorsqu'un trou noir se forme, toute l'information qui était présente dans la matière avant qu'elle passe l'horizon des événements, cette information-là est perdue. Il y a un téléviseur qui tombe dans le trou noir, il y a un chien qui tombe dans le trou noir, ça n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est la masse du téléviseur, disons. Si le téléviseur est arrivé avec une certaine quantité de rotation, parce qu'il n'est pas tombé directement en ligne droite, donc il y a ce qu'on appelle du moment cinétique. Ça compte. Puis si la matière avait une charge nette, ça aussi, ça compterait. La charge, on va l'oublier parce que si vous aviez un trou noir qui avait une charge considérable, il y a tellement de matière un petit peu partout dans l'univers, les forces électriques sont grandes. La matière qui tomberait dans le trou noir en premier, si le trou noir était chargé positivement, ça serait la matière chargée négativement et rapidement, le trou noir deviendrait neutre. Donc, à toute fin utile, il y a deux propriétés, donc deux cheveux à un trou noir. Un cheveu qu'on appelle la masse et l'autre cheveu qu'on appelle le moment cinétique ou la quantité de rotation. Oui, tout à fait. Le reste, ça n'a absolument aucune importance. OK. D'accord. Fait qu'on peut même pas décrire la matière. Non. C'est ça. Est-ce que, théoriquement, un trou noir peut avoir une masse infinie? C'est-à-dire, on a parlé de trous noirs qui avaient la masse de plusieurs fois le Soleil. Il y a des trous noirs de milliards de masses de Soleil. Mais est-ce que, théoriquement, un trou noir, il y a une limite quelque part de masse, il arriverait autre chose après ou un trou noir pourrait éventuellement englober toute la masse de l'univers? Je pense ici, Claude, qu'il y a une expression qui vraiment rend bien ce qu'un trou noir peut faire. Et je vais l'utiliser en anglais parce qu'elle est meilleure en anglais, je pense. The sky is the limit. OK. Il n'y a aucune pas de limite. Autrement dit, vous pouvez envoyer n'importe quelle quantité de matière dans un trou noir, il va l'accepter avec grand plaisir. Sa masse va augmenter. Si vous l'avez envoyé en lui donnant un petit twist, son moment cinétique va augmenter et ça va être tout. Il n'y a pas de limite. Par contre, il ne faut pas penser que parce qu'on a un trou noir, aussi gros soit-il, que c'est un danger absolu. Autrement dit, c'est un petit peu un trou noir, c'est un petit peu comme la gueule d'un loup, mais il faut se jeter dans la gueule du loup. Oui. Le loup ne viendra pas vous chercher. En fait, je peux donner un exemple. Oui. Si notre soleil devenait trou noir, on le sait, il ne deviendra pas trou noir. Mais mettons que notre soleil, supposons qu'il a une masse de 10 fois la masse du soleil, il peut devenir un trou noir. Il devient un trou noir la nuit où vous dormez de votre de votre beau sommeil et le lendemain, vous vous réveillez, il devient trou noir sans expulser de matière, rien, tout ça, ça se fait tranquille. Avec un coup de baguette magique, disons. Le coup de baguette magique. Vous vous réveillez le lendemain et là, vous vous dites, mon Dieu, il n'y a pas eu de soleil ce matin ou c'est très nuageux. C'est pas compliqué, le soleil est devenu trou noir, donc il ne brille plus.
Par contre, si on suppose qu'il est devenu trou noir en gardant exactement la masse qu'il a, bien, la Terre va rester sur son orbite. Mercure, qui est beaucoup plus proche du Soleil, va rester sur son orbite autour de ce Soleil devenu trou noir-là, et ça va continuer comme ça, jusqu'à ce que ce trou noir-là s'évapore, par exemple, dans un temps qui est tellement considérable que ça vaut pratiquement pas la peine d'en parler. Je pourrais en parler plus tard si on veut revenir là-dessus. Mais donc, le trou noir, il va absorber de la matière qui se trouve à passer proche de son horizon des événements, mais s'il n'y a aucune raison que la matière se retrouve proche de cette région-là, il ne va rien vous faire. Là. Il va rester tel qu'il est là. Comme si le Soleil était transformé en trou noir, tout continuerait comme avant, il ne se passerait rien de différent. Tout ce qui compte, c'est la masse. C'est ça. La masse détermine les orbites des planètes autour du Soleil. Il n'y a rien de changé. C'est ça. Dis-moi, une des caractéristiques des trous noirs, c'est de retenir tout ce qui tombe à l'intérieur, y compris même la lumière. C'est pour ça qu'on ne peut pas les voir. Comment on fait pour les repérer? Bon, dans le cas des trous noirs stellaires, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ce qui va arriver en fait, c'est qu'on va chercher là où il y a des sources de rayons X qui sont dans des systèmes binaires. Et à partir du moment où on trouve une source de rayons X qui est dans un système binaire, il s'agit à ce moment-là de déterminer la masse des deux étoiles. Normalement, il y a une des masses qui va être une étoile ordinaire, donc ça va être relativement facile de savoir sa masse parce que ces caractéristiques spectroscopiques vont nous dire sa masse, essentiellement. Et à partir de l'information sur l'orbite de cette source de rayons X-là, si on peut obtenir une quantité qui va dépendre de l'inclinaison de l'orbite. Donc, c'est une petite quelque chose qu'il faut déterminer en plus, mais ça peut se faire. On va obtenir une idée de la masse totale des deux étoiles. Comme on connaît la masse de l'étoile ordinaire, on obtient la masse de l'objet responsable des rayons X. Si c'est plus que 3-5 fois la masse du Soleil, grosso modo, c'est un trou noir. Voilà, on a trouvé un trou noir. Okay. Dans le cas des trous noirs supermassifs, on regarde dans le centre des galaxies. S'il y a une activité très importante, ça risque d'être dû à la présence d'un trou noir. Dans le cas des M87, on a observé, on l'a vu directement, on a vu une image et on a vraiment vu que ça répondait à ce on s'attendait de trouver pour les trous noirs. Il y a autre chose, en fait, qui permet de déterminer les masses des trous noirs supermassifs. C'est quelque chose qui s'est développé relativement récemment, ce qu'on appelle de l'imagerie par réverbération. Et ce qui arrive, en fait, c'est que la plupart de ces trous noirs-là, qui sont dans les noyaux actifs des galaxies, ont un disque d'accrétion autour. Et ce disque-là émet du rayonnement. Et souvent, il y a des fluctuations importantes d'intensité. C'est comme s'il y avait tout à coup une augmentation de la luminosité. Et ce rayonnement-là va se propager à l'intérieur de la galaxie, et entre autres autour du trou noir de son disque d'accrétion. Et à ce moment-là, il va être responsable de l'excitation de certains nuages de matière qui sont en orbite autour du trou noir, mais beaucoup plus loin du trou noir. Pour ces objets-là, on peut souvent déterminer leur période de rotation autour du trou noir central. On a calculé le temps que ça a pris pour la lumière partir des environs du trou noir pour se rendre à ces objets distants-là. Distants, mais à l'intérieur de notre, tout près de notre trou noir quand même. Donc, on connaît la distance, on connaît la période de rotation autour du centre du trou noir. Ça nous donne la masse. Oui. On a déterminé passablement de masse avec cette méthode-là. Il y a peut-être des incertitudes, mais quand même. Écoutez, si je vous dis que la masse, c'est 100 millions ou 500 millions de fois la masse du Soleil. Ça ne change pas grand-chose. Il y a un trou noir supermassif là. C'est ça. Donc, ce qu'on peut penser, c'est que, bon, on sait qu'au centre de notre galaxie, il y a un trou noir supermassif. Ça a été établi. On sait aussi qu'il y a des trous noirs un peu partout dans notre galaxie qui sont les restes d'étoiles massives qui ont fini par s'effondrer sur elles-mêmes. Vous avez dit tantôt, je pense en début d'entrevue, qu'il y aurait quelque chose comme peut-être 200 trous noirs dans notre galaxie, trous noirs de masse stellaire qui vagabonderaient dans notre galaxie? Ah, c'est beaucoup plus que ça. Ah, OK.
En fait, on a répertorié 200 sources qui sont probablement, avec un très bon degré de certitude, des trous noirs stellaires. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'on connaît la distribution des masses des étoiles dans notre galaxie. Oui. Il y a beaucoup plus de masses d'étoiles de petite masse que d'étoiles de très grande masse. Oui. Donc, si la masse de notre galaxie, par exemple, c'est 400 milliards de fois la masse du Soleil, c'est à peu près sa masse. C'est ça. Mais on sait que la majeure partie de cette masse-là, ça va être des petites étoiles. Et on peut calculer le nombre d'étoiles massives qui pourraient terminer leur vie comme trous noirs. Si je me rappelle bien, ça va donner un chiffre entre 100 millions de trous noirs, donc d'étoiles massives qui peuvent devenir trous noirs, 100 millions à 1 milliard au maximum. Donc, ça veut dire qu'il y aurait, mettons, entre 100 millions et 1 milliard de trous noirs stellaires dans notre galaxie. OK. Mais quand vous parlez d'étoiles massives, il y en a encore des étoiles massives qui sont dans leur phase habituelle, de leur phase de vie normale. Ils ne sont pas toutes transformées en trous noirs, mais ils vont tous le devenir éventuellement. Oui. Dans leur séquence principale. Et ce qui arrive, en fait, c'est que non seulement les étoiles meurent, mais se forment des nouvelles étoiles. C'est ça. Et les étoiles massives évoluent très vite. Par exemple, une étoile comme le Soleil, une fois la masse du Soleil, là, ça prend 10 milliards d'années pour évoluer. Tandis qu'une étoile très massive ne mettra même pas 100 millions d'années pour évoluer. Exact. Donc, c'est beaucoup plus vite. Et comme il y a beaucoup de gaz et de poussière à l'intérieur de la galaxie, il y a toujours des nouvelles étoiles qui se forment. Et les petites étoiles nouvelles qui se forment maintenant vont durer encore 10 milliards d'années, donc ça va aller dans le lointain futur. Et une étoile de 30 fois la masse du Soleil qui se forme maintenant, dans 100 millions d'années, elle va être devenue trou noir. Exactement. Mais à ce moment-là, s'il y a des centaines de millions de trous noirs dans notre galaxie, est-ce qu'on n'est pas à risque un jour de se faire avaler par un trou noir? En fait, c'est une chose qui est très surprenante parce qu'on a l'impression, surtout quand on regarde, par exemple, le soir, la Voie lactée, on a l'impression que les étoiles, il y en a. Ça devrait entrer en collision très souvent, mais en réalité, les collisions d'étoiles, ça n'existe pratiquement pas. Et même, quelqu'un fait le calcul. Quand vous regardez un amas globulaire qui contient à peu près 100 000 étoiles dans un volume très petit. Si vous regardez un amas globulaire, ça ressemble à une grosse boule pleine d'étoiles. Il y a 100 000 étoiles là-dedans. Si vous prenez une étoile, vous la lanciez pour qu'elle passe en plein milieu de cet amas globulaire-là, mais il n'y aurait pas de collision entre cette étoile-là et toutes les autres étoiles. Oui. En fait, l'espace entre les étoiles, c'est surprenant, mais c'est grand. Oui. Et en fait, il y a plus de probabilité de collision entre galaxies que d'étoiles à l'intérieur d'une galaxie. Et c'est pour ça qu'on voit des collisions de galaxies. Le télescope Hubble en a vu plusieurs. On a repéré, en fait, aux ondes radio des noyaux actifs de galaxies où, en fait, on voit deux jets de matière qui proviennent de deux régions différentes. Donc, on présume que ce qu'on a, là, en fait, c'est deux galaxies qui viennent d'entrer en collision et de coller ensemble, si je peux dire. Oui. Et ce qu'on voit, c'est les deux trous noirs centraux qui sont en train de tourner l'un autour de l'autre et qui, éventuellement, vont fusionner pour faire un seul trou noir. Mais pour les étoiles, dans notre galaxie, les probabilités de collision sont pratiquement nulles. OK. Fait qu'il n'y a pas vraiment à craindre qu'on rentre en collision avec les restes d'une étoile qui s'appelle un trou noir. Non, et d'ailleurs, il y a tellement plus d'étoiles ordinaires que d'étoiles massives dans notre galaxie que s'il y avait eu des collisions entre notre Soleil et d'autres étoiles, on ne serait pas ici aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, là, ce qu'on a la misère à réaliser, parce que ça dépasse l'entendement, c'est à quel point l'espace est vaste, même si on s'en tient simplement à l'intérieur de notre galaxie. La galaxie, c'est essentiellement du vide avec des petites concentrations de matière qu'on appelle les étoiles. Mais c'est pour ça que quand on voit une collision de deux galaxies, c'est souvent deux nuages qui passent l'un à travers l'autre. Oui, presque. Oui, exactement. Oui. C'est ça. Par contre, ce qui va arriver, c'est que, en fait, deux galaxies qui entrent en collision l'une avec l'autre, il n'y a presque pas de collision d'étoiles. Par contre, la gravité de chacune des galaxies va agir sur l'autre galaxie. Ils vont se déformer.
Elles vont se déformer, exactement. Elles vont se déformer. C'est fascinant, l'univers, hein? Assez fascinant, oui. C'est ça. Dites-moi, vous, là, vous vous intéressez toujours au trou noir. Est-ce qu'il y a un aspect particulier qui vous intéresse? Est-ce qu'il y a une question particulière, quelque chose là, qui vous fascine à ces sujets-là? Quelque chose que, si vous aviez une baguette magique, vous aimeriez découvrir, étudier, approfondir? Ben, je pense que tous les physiciens, et pas seulement ceux qui s'intéressent au trou noir, tous les physiciens vont dire qu'il y a vraiment une question qui est intrigante ici, là. Et c'est la question de la singularité et qu'est-ce qui se passe. Et la plupart des gens, la plupart des physiciens réalisent que ce qu'on a ici, dans le cas d'une singularité, c'est qu'on a forcément la relativité générale qui s'applique parce qu'on a une déformation extrême de l'espace. Et comme on est rendu à des dimensions microscopiques, on a aussi un problème de mécanique quantique, c'est-à-dire le très petit. Donc, on a deux théories, une qui était vraiment faite pour parler de l'univers à grande échelle. Même quand on parle d'un trou noir, c'est un petit peu à grande échelle entre nous, là, une trentaine de kilomètres, c'est pas microscopique, là. Par contre, dès qu'on arrive à des micromètres et moins, là, on est rendu dans la mécanique quantique. Et là, il faudrait que les deux théories fusionnent elles-mêmes pour devenir une seule. Et ça, c'est pas encore fait. OK, c'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on est rendu et je pense qu'on en a pour un petit bout de temps. OK, oui. C'est bien parce que vos collègues plus jeunes ont de la matière sur laquelle travailler. Exactement. Les chanceux. C'est ça. Moi, on arrive un peu à la fin du balado. On va parler de la conclusion. On a tous en tête des images de ce que c'est un trou noir. On voit moi, ce que j'appelle toujours les films d'Hollywood, lorsqu'on voit la télévision, les films à sensation. Comment, quand vous voyez ce genre de film-là, puis je parle pas seulement d'Interstellaire, hein, je parle de façon générale, l'image qu'on en a d'un trou noir, quelle vision vous avez? Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez ce genre de la version hollywoodienne des trous noirs? Ben moi, j'ai appris une chose. Si je regarde, je suis moi-même assez amateur de science-fiction. D'ailleurs, je suivais beaucoup les Star Trek Next Generation. Oui. Et moi, mon idée, ça a été tout simplement que quand je regarde des trucs de science-fiction, je laisse mon métier d'astrophysicien dans la chambre à coucher, on va dire. Okay. Je m'installe devant la télévision, je vais dans une salle de cinéma. Et là, je deviens quelqu'un qui veut tout simplement se distraire. Okay. Il faut admettre qu'Interstellaire, ça sortait un petit peu du lot, parce que là, je savais, parce que je l'avais fait dans ma thèse de doctorat, je savais que les images étaient vraies. Okay. C'est des vraies images obtenues par des équations d'Einstein. Et c'est on jouait un petit peu sur certaines choses, on prenait une certaine licence artistique, mais quand c'était le temps de faire les calculs étaient exacts. Okay. Mais c'est sûr que je regardais un petit peu, je me disais, ouais, ça c'est correct, j'ai rien vu de faux, là, en passant. Et pour les autres films, j'ai même pas l'idée de vouloir vérifier, parce que généralement, il y a un fond scientifique, mais il n'est pas toujours vraiment aussi rigoureux que, par exemple, dans le film Interstellaire. Mais ça m'est égal. Okay. Par exemple, dans Star Trek Next Generation, à un moment donné, il y a un épisode où les gens passent à travers les murs, mais ils ne passent pas à travers le plancher. C'est sûr, ça ne serait pas pratique pour un film de faire passer les gens à travers le plancher. C'est ça. Le plancher a peut-être un petit quelque chose. Une couche de vernis de plus. Une couche de vernis de plus. C'est ça. Mais dis-moi, par exemple, dans les films, en science-fiction, on imagine souvent qu'on pourrait se servir des trous noirs pour, en quelque sorte, voyager, passer d'un bord à l'autre de la galaxie. Moi, ça me fait sourire si on prend ça d'un point de vue artistique, mais ça me fâche un peu de penser qu'on pourrait passer à travers un trou noir pour se ramasser ailleurs, alors que même la lumière ne ressort pas d'un trou noir. Oui, en fait, il faut distinguer le trou noir et le trou de verre. Oui. Oui, et là, ici, on tombe vraiment dans la spéculation. Et dans Interstellaire, en fait, lorsque nos aventuriers s'en vont du côté de Gargantua, qui est le trou noir supermassif autour duquel ils vont avoir toutes leurs aventures, lorsqu'ils s'en vont là-bas, ils passent à travers un trou de verre qui est situé près de Saturne, je pense. Oui, c'est ça. J'ai oublié. Bon, ça, c'est de la spéculation complètement. Mais
Et d'ailleurs, vous avez vu l'analogie classique, on suppose un univers à 2 dimensions, un ruban qu'on plie sur lui-même, puis on perce un trou avec, je pense que dans le film, justement, il donne l'exemple, avec un stylo, il perce un trou. C'est ça. Là, on va passer d'ici à là, on va passer par le trou de verre, ça va aller plus vite que faire le grand tour. Il y a des gens qui ont étudié ça parce que c'est vraiment en accord avec les équations d'Einstein. Ça demande des conditions spéciales, mais ce n'est pas interdit. Okay. Le problème, semble-t-il, c'est que ça prendrait, pour garder ces trous de verre-là ouverts, ça prendrait de la matière avec des propriétés assez exotiques. Mm-hmm. Matière qu'on ne connaît pas pour le moment. Et apparemment, ça serait instable. Autrement dit, ça ne serait pas vraiment quelque chose que vous aimeriez utiliser en vous disant est-ce que je vais pouvoir passer ou est-ce que je vais pouvoir passer là. Mais là, on est vraiment dans la spéculation. Mais c'est sûr que pour les bénéfices de la science-fiction, c'est merveilleux. Là. Parce qu'on peut utiliser quelque chose qui est pseudo-scientifique dans le sens que c'est scientifique, même si ce n'est pas prouvé. Et s'en tirer, c'est correct parce qu'on peut toujours dire, on ne sait pas encore. C'est ça. En fait, ça a un vernis scientifique, mais ça nous permet après ça de spéculer ce qu'on veut bien faire. Okay. Ouais. Mais personnellement, contrairement à ce que je vois dans beaucoup de films, je ne m'aventurerais pas près d'un trou noir comme on le voit des fois, puis essayer de passer au travers ou à côté. C'est pas un environnement très viable, disons. Ben, ça dépend, Claude. Moi, j'ai 74 ans. Si on me donne la chance, je me demande. Mais ça serait un aller seulement, là. Ah ben là, il faut l'accepter. C'est ça. Dis-moi, Serge, je pense qu'on a fait un tour assez merveilleux des trous noirs. Je pense qu'on a vraiment exploré pas mal le phénomène qui est un peu à la limite de nos connaissances astronomiques. Hein. Il y a peut-être des notions que les gens n'ont pas saisies parce que c'est des notions très complexes quand on parle de relativité, quand on parle de trous noirs supermassifs, etc. Mais je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon et évidemment, j'en profite pour souligner qu'il va y avoir un fascicule qui va accompagner le chose. Ben, dans le fascicule, je mets toujours des explications additionnelles. Il y a des photos. D'ailleurs, je vais le travailler avec Serge, ce qui fait qu'on va arriver avec un document. Fait que ça peut valoir la peine, si vous avez aimé l'exposé actuel, d'aller aussi consulter le fascicule parce que là, vous allez pouvoir approfondir un peu plus de sujets puis en même temps, voir des images de ce qu'on pense que c'est un trou noir et on va reproduire entre autres l'image du fameux trou noir qu'on a photographié en l'expliquant. Sur ça, je vous remercie beaucoup, Serge. Ça a été vraiment très intéressant. Merci, Claude. Je dois avouer qu'on a couvert énormément de matière. Je suis moi-même assez étonné. Absolument, hein, c'est ça. Mais c'est pour ça, c'est un peu comme un trou noir. Hein. La matière est dense. Oui, on est tombé dedans, mais tout près, on n'est pas tombé vraiment dedans. On s'est approché, on les a regardés et on a réussi à revenir pour en parler. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Serge, et à une prochaine. Au revoir, Claude. Merci beaucoup. Au revoir. Je veux souhaiter la bienvenue à notre nouveau patron, Christophe Sylvain et Olivia, sa conjointe, je pense. Bienvenue à bord. Merci beaucoup de votre contribution. C'est très apprécié. Contribution généreuse en plus. Et d'ailleurs, il nous invite en France à la forêtdespossibles.com. C'est une micro-ferme qui leur appartient. Et puis, on est invité, donc allez voir ça si ça vous intéresse. Bref, si un jour, lorsque j'aurai la chance d'aller en France, je vais essayer d'aller faire un tour pour vrai. J'aimerais vraiment ça. Ça a l'air très beau comme site. Alors, c'est ce qui met fin à cette émission. Donc, le lien Patreon pour notre plateforme de sociofinancement, c'est toujours dans la description du balado, si vous voulez nous encourager. Je vous rappelle qu'on diffuse maintenant les premiers dimanches de chaque mois et les troisièmes dimanches de chaque mois. Les patrons, eux, ont droit aux épisodes à l'avance, donc toujours une séquence à l'avance, donc 2-3 semaines plus tôt pour vous, les patrons. En plus, des fascicules, comme le fascicule de cette entrevue, va être bientôt disponible pour vous. Donc, beaucoup de lectures qui commencent à s'accumuler. On commence à en avoir plusieurs. Voilà, donc, merci beaucoup pour tous nos patrons qui nous encouragent. Un grand merci. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.